émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, c'est Mel et Deb, les chaussettes dépareillées. On est ravis de vous retrouver ce soir avec Déborah puisque ça fait un moment qu'on s'était pas vus. En effet, ça fait un moment, ça nous avait manqué. Et bah oui, ça nous avait manqué. Comment ça va Deb ce soir? Ça va super, et toi Mel? Et ben ça va, et c'est de ma faute si on s'est pas vus puisque j'ai eu j'ai dû me faire opérer en fait, donc je n'étais pas apte à animer cette émission, mais je suis très très contente de vous retrouver ce soir avec une émission en plus qu'on avait envie de faire depuis longtemps avec Deb. En effet. Ce soir, le thème de l'émission, ce sera sur les profils atypiques et l'entrepreneuriat. Et on a la chance d'avoir une invitée très 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 spéciale ce soir, puisqu'il faut savoir que c'est grâce à elle déjà qu'on est là et qu'on a pu créer l'émission cette année avec Déborah. Angélique de Place au Possible, bienvenue chez nous. Merci pour l'invitation, je suis super contente. Ça me permet de te renvoyer l'appareil puisque l'année dernière tu m'avais invité dans Place au Possible. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Une super rencontre, un gros coup de cœur. Et puis aujourd'hui c'est toi qui seras notre invité pour cette émission donc sur l'entrepreneuriat et les profils atypiques. Alors quand on parle de profils atypiques, petit rappel, on parle de qui? Donc nous avec Deb, on s'est spécialisé dans la neurodiversité. À la base, la neurodiversité, c'est les personnes qui sont touchées par l'autisme, donc le trouble du spectre autistique. Et puis depuis quelques années, on a ouvert un petit peu ce terme de neurodiversité, notamment aux personnes hypersensibles, mais aussi aux personnes avec un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et puis aussi aux personnes à haut potentiel. Alors le haut potentiel, c'est un fonctionnement atypique dans la neurodiversité, puisque ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un TND, comme peuvent l'être les 10, le TDAH ou encore le TSA. Voilà, maintenant que vous savez tout, qu'on a posé les bases, et on va présenter Angélique pour ceux qui ne la connaissent pas. Angélique, est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, avec plaisir. Donc je suis Angélique Guillan, la fondatrice de Place au Possible. J'ai plein d'autres activités aussi, et justement, je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que je me sens vraiment à ma place, et ça c'est quelque chose qui est fondamental chez moi. Et j'en discutais avec Deb tout à l'heure qui me demandait, du coup c'est quoi toi ton atypisme. Mon atypisme, oui. Alors moi, je suis un cas d'école pour les psychiatres notamment qui adorent échanger avec moi, puisque moi donc je suis HPI, TDAH, bipolaire, spectre autistique et dyslexique. Donc effectivement, dans notre spectre à nous, tu représentes quasi tous les profils. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a que Angélique ce soir. On s'est dit que c'est bon, on pouvait combler du coup tous les invités grâce à toi. Donc ça c'est top. Ouais. La dernière thérapeute a dit on a détecté 5 personnalités. C'est ce que je disais. À Deb. Mais c'est hyper intéressant. On a encore beaucoup de tabous sur la neurodiversité, sur les profils atypiques. Alors, on utilise beaucoup ce terme de profil atypique qui englobe, en fait, c'est vrai, toutes les personnes, entre guillemets, hors normes, au premier sens du terme. Dès qu'on parle de pathologie mentale comme les troubles bipolaires, qui sont une pathologie donc dans le DSM-5, contrairement, en fait, à la neurodiversité, qui sont des troubles et pas de la pathologie. Mais il faut savoir que le cerveau, on a une connaissance aujourd'hui qui est encore tellement limitée, et surtout la neurodiversité, on se rend compte que les barrières entre les troubles et parfois aussi certaines pathologies sont très faibles. C'est pour ça qu'il y a notamment pas mal de personnes qui sont HPI et qui peuvent aussi avoir un TDAH, et il y en a certainement plus que malheureusement ce que les études cliniques montrent aujourd'hui, parce que les diagnostics ne sont pas évidents à poser. Quand on a plusieurs formes de neurodiversité, on peut être, comme tu l'as dit aussi, HPI et TSA, donc avoir un haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique. Et comme on l'a vu la dernière fois avec Juliette Debarry, spécialiste de l'autisme, ce qu'on appelait autrefois une personne Asperger, donc un autiste Asperger, on pensait que c'était une personne autiste qui était HPI. C'est-à-dire qu'il y avait des capacités intellectuelles plus élevées, donc autour de 100, plus de 130. Et rappelez-vous, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui ont raté notre émission sur l'autisme, en fait, ce qu'on appelait avant 2013 une personne autiste Asperger, c'était tout simplement une personne autiste qui n'avait pas de déficience mentale. Donc un autiste sans déficience mentale. Voilà pour le petit rappel. Et aujourd'hui, petit message aussi, on n'utilise plus ce terme de autiste Asperger. On va utiliser simplement trouble du spectre autistique et autiste. Tout simplement. Voilà, donc ce terme d'Asperger n'existe plus, parce qu'en général, quand on dit Asperger, il y a une personnalité entrepreneuriale à laquelle on pense tout de suite, et c'est
Elon Musk. Évidemment, le fondateur de Tesla, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ça, chacun son truc. Et en fait, moi, j'ai une petite anecdote sur Tesla, avant de revenir à toi, Angélique. C'est d'ailleurs un ami atypique qui m'a raconté cette anecdote, qui, lui, aime beaucoup les Tesla parce qu'il est écolo, tout simplement. Et il me disait, tu te rends compte, en fait, quand Elon Musk, il a créé la Tesla, il a demandé à son équipe d'ingénieurs de créer les freins les plus rapides, en fait. C'est-à-dire que le moment où tu appuies sur la pédale, comment faire pour que la voiture, elle freine quasi instantanément et qu'on ait une distance de freinage la plus courte possible en termes de sécurité. Donc intéressant. Et là, son équipe de gars, après avoir fait, il y avait peut-être des filles, pardon, son équipe tout court, après avoir fait des recherches, lui ont dit, ce qu'on a repéré, c'est que c'est la fibre optique, en fait, qui réagit le plus vite. Et du coup, si tu veux des freins qui freinent très rapidement, il faudra que on équipe notre système de freinage de fibre optique. Et il a dit, ok, tous nos freins seront faits en fibre optique. Donc je ne sais pas si vous aviez cette information. Et cet exemple, il montre la manière dont un entrepreneur atypique fonctionne. Je pense que 99,9% des constructeurs n'utilisent pas de fibre optique dans leur système de freinage. Et en fait, lui, il s'est pas dit, ok, qu'est-ce que font les autres ? Bon, on va reprendre le même système. Il s'est dit, moi, je veux une voiture qui freine le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour que l'information, en fait, entre la commande et le système de freinage soit le plus rapide ? La fibre optique, débrouillez-vous, mais faites que ça marche. Et je trouve ça très, très représentatif de la manière dont ces entrepreneurs atypiques fonctionnent et aussi la manière dont ils font évoluer et changent le monde. Angélique, est-ce que cet exemple, c'est un exemple qui te parle ? Ouais, c'est génial ce que tu dis parce que c'est aussi la résultante qui a fait que j'ai créé Place au Possible parce que de par mon profil, par essence, pour moi, tout est possible. Et en fait, on me disait toujours, non, mais c'est complètement con ce que tu dis, par exemple, et j'adore citer cet exemple, c'est essaye de remettre du dentifrice dans le tube une fois que tu l'as vidé. Eh ben, tu changes de contenant, en fait. Tu le mets dans un autre truc. Puis déjà, pourquoi t'as fait ça ? C'est complètement con. Donc, tu vois, c'est vraiment ce côté visionnaire où tout est possible, un mode option activé à fond. C'est-à-dire que tu vas aller chercher moult solutions. La créativité, elle est plus dans ces profils-là. Enfin, moi, c'est ce que j'observe, en tout cas dans mon fonctionnement. Alors, il y a plein d'avantages et il y a aussi plein d'inconvénients. Ça sera intéressant de voir. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. Mais moi, je le vois depuis. Alors, beaucoup parlent de mode aujourd'hui sur tout ça, les HPI et puis les TDAH, en tout cas dans le milieu scolaire. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc on n'en parlait pas à l'époque, donc j'ai jamais été détectée avant. J'ai eu la chance de faire toute mon école maternelle et primaire dans un tout petit village, ce qui fait que la maîtresse et le maître d'école nous faisaient énormément faire de choses dehors, dans la nature, donc tout était lié, les apprentissages se faisaient en corrélation, donc tout avait du sens pour moi. Donc quand tu étais petite, la scolarité, tout était ok. Nickel. Parce que du coup, en fait, tu avais des enseignants, des instituteurs qui s'adaptaient, qui savaient aussi vous alimenter, qui savaient changer et qui avaient certainement aussi à l'époque plus de liberté, j'imagine. Ouais, alors non, parce qu'ils étaient hyper sévères. Je me rappelle, c'était très strict, mais en fait, moi, ce cadre-là, il me rassurait parce que il était juste. Et il était cohérent, en fait. Donc il y avait du cadre au sein de la classe, au sein du cours. Par contre, il y avait de la liberté dans les activités, dans de la diversité, dans le programme. Vraiment, on faisait plein de trucs. Et c'est surtout moi ce que j'ai identifié, ça avait du sens, en fait. Tu pouvais relier un truc à un truc. C'était évident. Et du coup, ça te donnait envie d'apprendre et de savoir le faire parce que tu savais à quoi ça allait servir dans ta vie de tous les jours. Ouais, et ça on le rappelle. Top. Le sens, je pense que tout le monde en a besoin, mais chez les personnes atypiques, c'est vital d'avoir ce sens parce que s'il n'y a pas cette compréhension, s'il n'y a pas ce sens, en fait, si ça n'a plus de sens, souvent la personne atypique ne fait plus et ne veut plus faire parce que si ça n'a pas de sens, pourquoi le faire ? C'est ça. Et l'autre avantage, l'autre chance que j'ai eue, c'était petit village, donc classe multiniveau. Donc moi, j'ai fait grande section CP-CE1, même classe, CE2, CM1, CM2, même classe. Donc ça t'a permis en fait de t'adapter en fonction, aussi des matières.
Tu peux apprendre des autres, de ce qu'ils puis, font. voilà. Puis tu peux avancer sur une matière quand tu vas plus vite, prendre c'est le clair. temps sur une autre, voir d'autres choses. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu l'avantage. Moi aussi, Bien je sûr. viens de la Haute-Loire, petit village aussi, donc souvent classe multiniveau. C'est un peu finalement ce que fait Montessori aujourd'hui. On a fermé beaucoup de petites écoles pour. Donc c'est vrai que je pense que les classes de double niveau, il y en a de moins en moins. Je pense que c'est triple niveau, je pense que ça n'existe même plus. Non. C'est vrai que ça, c'était un gros avantage. Moi, j'ai vécu ça aussi, quand même, et ça m'a vraiment aidé aussi, avec pareil une instit qui nous a découvert plein de trucs. Donc, comme toi, maternelle, primaire, c'est plutôt des bons souvenirs. Ouais. Moi, ça s'est corsé le au collège, là, c'est le drame. De toute façon, le collège. Le collège, c'est vraiment c'est la cassure un petit peu. c'est les 4 années un peu difficiles. 6e, ça va encore. Et je pense qu'encore les générations Alors, qui arrivent vont ça bien brille changer. aussi. Toi, ça a déjà brillé. Ça vrille en 6e parce que après, sur tout l'aspect, bon, c'était une chance. Je dis les enseignants que j'avais en primaire, c'était top. Et Dieu merci. Au collège, après, tu passes avec une diversité d'enseignants, donc t'en as plein. Et moi, si je peux pas blairer l'enseignant, je peux pas faire le truc, quoi. Non, mais... Donc j'ai été traumatisée, mais pour des trucs à la con, parce qu'en plus je suis hypersensible aux odeurs, hypersensible au bruit, bien évidemment, ça va avec tout le reste. Ce que tu nous as dit, c'est que tu avais aussi un TSA. Voilà. Donc, voilà. bon, en général, le TSA, c'est une hypersensibilité plus. Voilà. Donc, il y a hypersensible et ultra méga sensible. C'est ça. Et quand même, le trouble du spectre autistique, on est sur un spectre où effectivement, tout, le fait d'être beaucoup dans une classe, changer toutes les heures de matière, changer toutes les heures d'enseignant. C'est ça. Il faut s'adapter en permanence, s'adapter aux autres. Bon, le collège, on sait qu'au niveau des odeurs, c'est pas forcément notre meilleure période. C'est clair. Donc, c'est vrai que la cantine aussi, souvent, je sais pas si t'avais la cantine à la primaire, mais voilà, la cantine qui change, le self, on a que des grands, enfin, c'est vrai que on se rend pas compte, mais pour des enfants qui ont brutal. 11-12 ans, c'est vrai que le changement au collège, il est quand même très important, quoi. Déjà parce que tu passes sur ton changement à toi. C'est Ouais, une physique évolution aussi. physique, Et puis, émotionnelle, cérébrale. Enfin, Ouais. c'est une vraie révolution. Hormonale. Après, moi, il y a aussi le truc où toute la maternelle dans mon petit village, moi, ma mère, elle avait, à l'époque, c'était encore très reconnu, elle était infirmière, donc ça faisait partie des personnes clés du village. Donc moi, j'avais vraiment une place à part dans l'école, et j'ai toujours eu besoin de cette place à part. Si j'ai pas comme un statut privilégié où on me cocoune un peu plus, je suis pas bien. Et au collège, t'arrives, des personnes. Ouais, il y a l'anonymat, en fait. Et, T'arrives avec des dizaines, voire des centaines voilà. de nouveaux élèves. Des Donc, fois, t'as même plus tes copains ou t'es plus dans la même classe que tes copains. T'arrives, tu connais personne. Ouais. Et puis, la prof de maths, elle puait le vomi. Donc, en fait, j'espère elle que sentait t'étais pas au premier rang. Parce que... Mais n'importe, quand elle venait t'expliquer un truc, en fait, moi, c'était ingérable, quoi. Elle sentait les cahiers, la ferme, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai ça se t'a toute ma bloqué direct. scolarité, mon grand max a été 2 en maths. Parce que du coup, ça a eu un impact sur tout le reste de ça tout le t'a Ça m'a reste. traumatisée. Ouais. Traumatisée. Et t'as pas retrouvé quelqu'un par la suite qui t'a fait aimer à nouveau les maths? J'ai pas cherché. T'as fui. Tu as fui les maths. Bon, j'ai fait les langues après. Moi, j'ai fait littéraire, langue, philo. Et j'ai eu une prof d'anglais en 6e qui m'a fait adorer l'anglais, qui a fait que je voulais devenir prof d'anglais. Et puis après, donc le allemand, russe, et puis le prof de philo, qui était juste En termes, du coup. un truc de dingue. Ouais. Et parcours atypique pendant le collège-lycée ou pas forcément? Ou plutôt classique, c'est-à-dire ce coup de cœur pour les langues dès le collège, qui t'a suivi du coup jusqu'au lycée? Jusqu'à la fac même, puisque j'ai fait mes études, j'ai fait une licence LCE, anglais, allemand, russe, donc langue et civilisation étrangère. Enfin, maintenant c'est LLCER. Voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à me rendre compte que finalement je voulais plus être prof, mais j'adorais ça parce que tous les cours étaient en anglais, c'était super intéressant. Les profs, c'était pas tous super, mais en fait on était libre à la fac. Donc, on est très autonome, très libre. Ça, moi, on me foutait la paix, c'était bien. C'est ce que je disais à Deb, moi, tant qu'on me fout la paix. Ça te va? Ouais. Toi, Deb, collège, lycée, parcours typique ou atypique? Moi, compliqué. Je suis passée d'une petite école. Pareil, en campagne, on était, je pense, 50 dans l'école, de la petite section à la CM2. Et on a déménagé donc dans une ville pour le collège.
Donc en fait, je me suis retrouvée au-delà de la cassure qu'il y a déjà quand on passe de la petite école au collège, qui est déjà difficile à gérer. Je me suis retrouvée en ville, donc du bruit, des odeurs que j'arrivais pas à gérer. Je détestais l'odeur de la pollution. Ça sentait beaucoup la pollution et c'était vraiment quelque chose où je supportais pas d'ouvrir les fenêtres. Et en fait, c'était plein de petites choses comme ça. Et donc, je me retrouvais dans un gros collège avec beaucoup de personnes que je ne connaissais d'avant. Donc, ça a été une grosse phase d'adaptation. Après, moi, j'étais très littéraire depuis toujours. J'adore les livres, j'adore la lecture, les langues, tout ça. Donc, en fait, les récrés, je me posais dans mon coin et puis petit bouquin et je bouquinais, j'apprenais des nouvelles choses et je passais ma vie au CDI, quoi. Et après, en soi, pareil, j'ai eu un prof qui m'a traumatisé des maths. Donc, je suis descendue à 6, je suis restée à 6. C'est bien, 6. 6, c'était joli. Après, je suis partie, pas pareil, j'ai fait un abandon des maths, je les ai fuis. Ouais. Et après, ça a été difficile, en fait. Moi, j'avais beaucoup de mal, surtout au lycée. La seconde, c'était vraiment quelque chose où tout le monde, après, sur ma scolarité, j'ai toujours dû bosser plus que les autres. Parce que pareil, pour moi, ça n'a pas de sens, ce qu'on nous apprend au collège, lycée. C'est pas forcément des profs qui sont passionnants. J'apprends parce que j'aime la personne qui est en face de moi. Si la personne qui est en face de moi, je la trouve pas passionnante, j'ai pas du tout envie de travailler sa matière. Sauf que là, en fait, c'était que des profs comme ça, des matières qui m'intéressaient pas, que je me disais, mais ça va me servir à quoi dans ma vie de savoir ça? Sauf en anglais et en français, où j'étais très contente de travailler, parce que je voyais le but derrière, en fait. Et quand je suis arrivée en seconde, tous mes copains avaient des 14, des 16, etc. sans rien faire de l'année. Et moi, j'avais 3 heures de cours de particulier de maths. Je devais bosser, mais donc tu t'es accrochée. Moi, je me suis accrochée à fond pour continuer. Et honnêtement, ma maman, aujourd'hui, quand je lui ai dit j'ai validé mon master, elle m'a dit mais tu m'aurais dit ça quand t'étais en seconde. Jamais, mais jamais je n'y aurais cru. Pas méchamment, mais vraiment dans le sens où j'étais dans un niveau où il fallait vraiment que je trime 4 fois plus que les autres, quoi. Ouais, en plus, n'oublions pas que t'as une licence de fac, hein, t'as une licence universitaire. Ton master, c'est un master école alternance, donc pratico-pratique. Exactement. Donc ça, je pense que ça te convenait aussi très bien. Mais bravo d'avoir fait une licence universitaire qui est très différente en fait de l'alternance. Carrément. Mais l'universitaire, c'est dur. C'est ce que tu disais, Angélique. Il faut être autonome, il faut bosser tout seul. On n'a aucune aide. Les profs ne savent même pas comment on s'appelle. On est dans des amphis de 400, 500, 800 personnes en fonction des lieux où on est. Et c'est très difficile. Il faut effectivement, il faut envoyer pour valider une licence à l'université. Donc bravo d'être allé jusque là. Et littéraire aussi pour toi, demain. Oui, pareil. J'ai fait plusieurs choses. J'avais fait une prépa psychomotricien. Je voulais monter mon cabinet de psychomote. Après, j'ai pas été prise au concours. Il y avait trop de monde, pas assez de place, donc j'ai abandonné. Ça coûtait cher. Du coup, je suis revenue ici et j'ai fait une première année en LLCE également, en anglais-espagnol, parcours bilingue. Et après, j'ai pris la passerelle en LEA pour avoir des bases en commerce, market, etc. Et puis, moi, j'ai voulu abandonner tout le long de mes études sup. J'ai eu mon conjoint qui m'a tenu à bout de bras en disant non, tu y vas, tu y es. Et après, j'ai fait ce master-là, en com. Et market. Bravo, c'est mérité. En plus, aujourd'hui, tu es devenu toi aussi entrepreneur dans la com et le marketing digital. Exactement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'autour de cette table, Angélique, tu voulais être prof, tu interviens en école, tu es devenue formatrice. Deb, toi qui as parfois eu des difficultés à l'école, qui t'es accrochée aujourd'hui, tu enseignes aussi. Et j'enseigne également. Et juste pour faire écho au parcours des filles, moi j'ai un parcours encore plus atypique que les filles, puisque moi c'était vraiment une alternance liée aux enseignants. Bon, déjà j'avais un an d'avance à la primaire, ça roulait très fort. Arrivé au collège, je me souviens, 2e jour d'école, on avait pris la rentrée un jeudi, j'arrive le vendredi soir en larmes chez mes parents. Ma mère panique, elle me dit qu'est-ce qui t'a, je dis mais j'y arriverai pas, juste parce que du coup en fait on nous avait donné des devoirs dans toutes les matières et moi je voyais l'agenda et je me disais mais en fait je vais pas y arriver parce que perfectionniste, peur de l'échec, et là je me disais mais attends, il y a des trucs à faire dans toutes les matières pour la semaine prochaine. Et c'est vrai que dans ma tête, à moi, le week-end n'était pas du tout fait pour travailler en fait. Donc on était vendredi soir et je me disais mais comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine alors qu'il y a le week-end là. Parce que en fait c'était pas possible de bosser le week-end. J'avais jamais travaillé en fait le week-end. On travaillait beaucoup nous en cours. J'avais vraiment des maîtresses qui étaient top. On avait des petits exercices à faire à la semaine, mais à la primaire c'était pas bien violent. Bon, je m'en suis sortie. Ma mère a paniqué un week-end, puis en fait après on a pris le pli et ça a roulé.
Sixième au top. Moi, j'aimais bien la totalité de mes enseignants, donc ça se passait vraiment bien. Ce qui a été dur, c'est plutôt les autres élèves. Moi, ça a été plus dur. C'était pas trop les enseignants, c'était plutôt les autres élèves. Voilà, sixième, des comportements un peu bébés encore, surtout. Désolé messieurs, mais de la part des garçons, je me disais mais en fait c'est pas possible, il y a pas de neurones qui se touchent quoi, c'est dingue. Donc voilà, pas se toucher, il y en a pas. Ouais, ça c'était un peu bon, ok. Et puis cinquième, un peu là, ça a commencé un peu à en fonction des enseignants à un peu vriller. Quatrième, ça a complètement vrillé parce que j'ai une prof de français un peu complètement tarée qui nous mettait des 4. Donc moi j'étais plutôt bonne élève, alors 4 psychologiquement c'était hyper violent. Du coup j'arrivais pas à bouder le français parce que j'adorais lire. Donc je lisais beaucoup, mais avec elle en fait j'ai abandonné. Donc j'ai passé une année d'abandon de français, mais à continuer en fait à lire beaucoup. Super prof de maths, donc j'étais à fond dans les maths. D'ailleurs je pense que tout le monde a été très étonné que je finisse en fac de lettres et auteurs, parce que je pense que tout le monde me voyait dans les matières scientifiques. Et puis en seconde, catastrophe, prof de maths pas bien, prof de physique pas bien, prof d'SVT pas bien, super prof de français. Donc du coup, la tendance s'est inversée et j'ai commencé par quand même faire une scientifique parce que je me disais bon allez, faut quand même s'accrocher, mais en fait j'ai décroché. Je suis repartie sur une thermico pour finir en fac de lettres. Donc voilà, parcours assez atypique, et du coup j'ai redoublé 2 fois quand même, la première fois donc cette première S pour éco, et puis la fac de lettres parce que je suis une ancienne sportive de haut niveau et qui arrivée à la fac, j'ai enfin découvert la vie sans le sport de haut niveau à Lyon, et du coup j'en ai bien profité et je regrette pas d'avoir pris une année de plus pour finir mes études. Donc c'est un petit message aussi à passer, je pense, aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, c'est que parfois reculer d'un pas c'est prendre de l'élan, et puis c'est aussi prendre un peu de souffle et respirer, et le redoublement n'est pas un échec en soi. Donc redoubler 1 fois, 2 fois, 3 fois, je pense que l'essentiel c'est d'arriver au bout en fait. Et tu l'as dit Deb, voilà, d'être fier d'arriver au bout, peu importe l'âge auquel on y arrive en fait. Je veux dire, il y a pas de règles, hein. Donc si vos enfants ont des difficultés, que ce soit très petits à la primaire, que ce soit au collège ou même au lycée, voire même dans les études supérieures, en fait faites-leur confiance, c'est pas grave, tant qu'ils ont envie de continuer, c'est le plus important, et pour leur donner envie de continuer, il faut pas les frustrer, je pense. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant que l'éducation nationale revienne sur le redoublement, parce qu'on faisait passer jusqu'à maintenant des élèves qui manquaient de base et en fait qui allaient rencontrer de plus en plus de difficultés, accumuler en fait les difficultés, et c'est ça qui est difficile. C'est pas de redoubler qui est difficile, c'est d'avoir l'impression de plus avoir les capacités, d'être en échec tout le temps. Ouais. Donc ça c'est pas l'idéal. Je vous propose de faire la suite du parcours d'Angélique après une petite pause musicale. On parlera du début de ton parcours professionnel et de comment tu es arrivée à Place au Possible, si tu veux bien. Super. Merci Angélique. Merci. On se retrouve après. À tout de suite avec Angèle Démon. Merci Dave, à tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Radio Grand Lac. Si vous nous rejoignez, ce soir on parle entrepreneuriat et profil atypique. On a le plaisir d'être avec Angélique Guillan. Ça va Angélique ? Ouais, ça va bien. Pendant la pause, on parlait encore de l'école, collège et lycée. Tu nous expliquais que ça avait été un peu difficile pour toi parce que tu t'étais sentie différente, pas forcément acceptée, pas forcément soutenue par ma famille, par ta famille, pas comprise en tout cas. Enseignant pas forcément à l'époque très sensibilisé, que ce soit à la neurodiversité, au profil atypique, donc pas forcément évident. Tu as fini par terminer cette scolarité, enchaîner donc sur une licence en langue. Ouais. Alors c'est pareil, j'ai redoublé, moi aussi j'avais pas mal d'avance, et après j'ai redoublé ma première. Ensuite j'ai fait ma licence en 5 ans parce que j'ai beaucoup fait la fête. Toi aussi. Parce que voilà. Et tu étais où alors ? Chambéry. Je suis revenue à Chambéry alors que j'étais pas du tout d'ici, mais je suis arrivée à Chambéry. Chambéry, très belle ville pour faire la fête quand on est étudiant. Hein. Voilà, donc j'ai plus fait la fête. Donc voilà. Et puis l'avantage c'est que moi je pars dans tous les sens très facilement. Donc si j'ai pas de cadre, et la fac, t'as tout sauf un cadre. Effectivement, t'es 400 dans l'amphi, on sait, ils s'en foutent. T'es là, t'es pas là. Déjà personne le voit. Donc voilà. C'est clair. Et puis il y a des trucs, ça me saoulait de les faire, donc voilà. Donc la scolarité plus compliquée. Du coup j'ai choisi d'arrêter, et comme je ne savais pas quoi faire, je suis partie à l'étranger,
pour dire tiens, je vais aller découvrir le monde, je vais aller voir d'autres trucs. Mais c'est trop bien. Donc c'est ça qui est super intéressant dans les parcours, c'est que j'ai vu tout ce que ma scolarité a apporté. Ça m'a forgé un caractère hyper fort et persévérant. En tout cas, 6e, 5e, comme j'étais différente, il y avait une sorte d'ostracisme ou en tout cas de harcèlement. Du coup, moi, comme j'étais une gamine assez énergique, on va dire, je me battais. Du coup, en 4e, j'ai basculé chez les bonnes sœurs pour essayer de me cadrer. Ça n'a pas marché. Après, à la fac, le cadre, il y en avait plus. Donc, c'était complètement olé. Et après, du coup, j'avais besoin de retrouver quelque chose, de me retrouver moi, de comprendre ce qui se passait. Et j'ai compris, voilà. Et après, quand je suis partie à l'étranger, je suis partie en Guyane. Donc, j'ai vécu aussi sur le fleuve Maroni et donc dans la jungle. Ce qui fait développer plein de compétences de survie, d'adaptation, là, je pense qu'au niveau de la survie et de l'adaptation, on est au top, quoi. Donc voilà, tout ça sert. Mais surtout, après. Tu disais tout à l'heure que les profils atypiques sont souvent visionnaires. On en est tous persuadés autour de cette table. Il y a vraiment, en fait, quand vous vous adaptez depuis que vous êtes né, vous avez déjà cet instinct de survie et cet instinct d'adaptation qui fait que le risque vous fait un peu moins peur que les autres, entre guillemets, parce que vu que vous êtes adapté toute votre vie, vous savez que vous savez vous adapter. Voilà, c'est ça. Et ce que je trouve assez dingue là dans ce que tu es en train de nous raconter, c'est que l'auberge espagnole 95 de 94, je crois, Cédric Clapiche, non, un peu plus tard, pardon, 2000, je crois. Donc toi, t'es parti avant même que ce film soit sorti, quoi. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque, personne ne partait à l'étranger dans ça devait être fin des années 90, non? Tu nous as pas dit la date, mais c'est à peu près ça. J'avais 20 ans, donc 93. Ah ouais, donc même début des années 80. Je pense qu'à l'époque, dans les années 90, le voyage à l'étranger de césure, c'était pas comme aujourd'hui où tu prends l'avion, tu vas en Australie, quoi. C'est. Mes parents, ils ont flippé, quoi. Mais surtout la Guyane, quoi. Enfin, c'est vrai que la Guyane aux États-Unis. Et pourquoi ce choix? Alors, tu voulais te challenger? Non, ça venait que mon chéri de l'époque, en fait, son beau-père était militaire là-bas, et du coup, c'était une opportunité d'y aller. Donc, du coup, c'était cool. Ouais. Voilà, donc découverte de plein de choses. Puis c'est aussi ce qui... Moi, j'ai toujours beaucoup voyagé, donc grosse ouverture d'esprit. J'ai une curiosité qui en est presque pathologique, donc faut que je découvre, faut que j'apprenne des gens. Je regarde comment ils font, ce qui se passe. J'adore les langues, donc c'est aussi facile. Ça, je dis toujours, l'anglais. On peut aller partout dans le monde quand on est bilingue, c'est quand même super. Et puis voilà, et du coup après je suis rentrée, je savais toujours pas quoi faire d'ailleurs quand je suis rentrée. Et ce voyage, il a été initiatique pour toi? Ouais, il y a eu un avant, un après, clairement. Mais ce que je trouve intéressant, et je rebondis dans ton histoire, en fait je pense que les profils atypiques se sentent bien aussi à l'étranger, parce que à l'étranger, en fait, on n'est qu'un étranger. Alors qu'en France, on est bizarre. Et pour avoir un peu le même parcours que toi, pour avoir vécu aussi dans plusieurs pays à l'étranger plusieurs années, c'est plus facile en fait d'être un Français à l'étranger et d'être considéré comme un Français à l'étranger que d'être considéré comme quelqu'un de bizarre chez soi. Et puis il y a aussi un truc que j'adore quand on voyage, c'est que ça nous décentre. En France, on est très fiers de tout ce qu'on a, et on a raison, on a de très belles choses, mais parfois on est peut-être un peu trop fiers. Et ce que je trouve avec l'étranger, c'est que en fait il y a tellement d'autres trucs super ailleurs que on voit plus en fait le monde que par cette perspective française, que le lieu où on est né, dans notre culture, avec notre éducation. Et je trouve que c'est très enrichissant. Et je pense que je m'attendais pas à ce qu'on aborde ce sujet, tu vois, donc j'ai pas de statistiques précises là-dessus, mais je pense que les profils atypiques déjà n'ont pas peur d'aller vivre à l'étranger, parce qu'encore une fois l'adaptation ne leur fait pas peur. Et je pense qu'aussi qu'il y a une forme de soulagement en fait quand on est neuroatypique et à l'étranger. Mais pourtant, la Guyane, c'est la France. Ouais. Et après, avec des codes français ou malgré tout assez différents? Il y a quand même pas mal de codes français, la Guyane. Mais voilà, après, sur le fleuve, c'est complètement différent. Ouais, c'est notre vie, quoi. Ouais, complètement. Et puis après, j'ai vécu à Londres. Enfin, voilà, on voulait partir au Canada. Enfin, j'ai toujours... Pas mal bougé. Ouais. Et du coup, t'as fini par rentrer? Et du coup, je suis rentrée, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit faudrait quand même que je travaille parce que faut que je bouffe. Donc du coup, je suis revenue à Lyon et je suis allée me présenter à Gémeaux, donc les chaussures et les vêtements. J'ai été prise tout de suite en tant que vendeuse. Et puis là, par contre, ça a posé un cadre. Alors Gémeaux,
c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Carrefour, c'est bien, c'est pas bien. McDo, c'est bien, c'est pas bien. Par contre, c'est des sacrées écoles. C'est formateur. C'est très formateur. Donc en fait, là, je me suis retrouvée dans un cadre. En plus, Gémeaux, c'est familial. Je pense qu'il y avait un impact là-dessus. Je me suis retrouvée dans un cadre hyper sécurisant pour moi, où j'avais ma liberté dans ce cadre. Oui. Et ça, c'était obligatoire. Mais ça, c'est pareil. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça aussi, je crois que, sans faire de généralité, le cadre avec de la flexibilité et de la liberté et de la diversité, C'est ça. je pense que pour les profils atypiques, c'est l'endroit un peu rêvé en fait. Parce que ça met entre guillemets de la routine, ça rassure, parce que le cadre est rassurant quand on a un profil atypique. Mais par contre, faut qu'il y ait cette flexibilité, faut pas que ce cadre il soit contraignant en fait. Faut pas que ce soit des contraintes étouffantes en fait. C'est ça. C'est ça. Et là, c'était pas le cas. Donc j'ai commencé simple vendeuse, puis après chef de rayon, responsable de caisse, et puis après j'ai fait la formation et puis je suis partie et j'ai fini. Donc j'ai bossé 10 ans. Du coup responsable de 2 gros magasins avec des équipes, voilà. Donc à manager, voilà, ça je me suis éclatée. Après il y avait un autre côté un peu moins, et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté. Puis en plus j'ai eu mes enfants, donc on a déménagé 15 fois en 15 ans. Parce que voilà, on allait remonter les magasins qui fonctionnaient pas. D'accord. Qui dit remonter les magasins qui fonctionnent pas, t'arrives, tu vires tout le monde et tu remets à neuf. Ça s'appelle nettoyeur. Métier. C'est donc, pas un métier facile, surtout quand on est empathique et hypersensible. Voilà, c'était pas ouf. Donc, mais c'est surtout le fait d'avoir mes enfants qui a fait que, parce que au départ on a bossé 7/7. Après j'ai plus travaillé le dimanche. Et après quand j'ai eu mes enfants, j'ai demandé à avoir le samedi et on me l'a refusé. Donc j'ai dit tant pis. Mais là encore, je peux pas m'empêcher de faire des liens quand je t'entends parler, quand j'entends ton parcours, bosser 7/7, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ce serait complètement impossible. C'est clair. Mais vous avez raison, la génération Z là-dessus, je vous soutiens à 100%. Il faut absolument pas bosser 7 jours sur 7. Mais bon, quand on est entrepreneur, malheureusement, des fois, ça dérape, mais on bosse pour soi. C'est clair. Mais, tu vois, je veux dire, dans la réalité, ça aussi, c'est quelque chose d'hyper atypique. Cette capacité d'absorber une charge de travail pendant des mois, voire des années, sans trop se poser de questions, tête dans le guidon, on enchaîne, routine, Et ça, je trouve que c'est aussi très typique de ces profils neuroatypiques. Quand tu nous racontes ton histoire, moi, je vois, en fait, tu nous as dit, quand t'es arrivé, voilà, moi, je suis un profil très particulier puisque, j'ai été détecté HPI, j'ai été diagnostiqué TDAH, TSA, et puis en plus j'ai des troubles bipolaires. Et en fait, dans chacune de tes expériences, je vois presque la neurodiversité s'allumer en fonction de ce que tu nous dis, ou le mélange en fait des neurodiversités, le fait de déménager 15 fois sans souci. Ça clairement TDAH, voilà, qui s'allume assez fortement. Là, quand tu nous dis, on faisait du 7/7, mais en plus, normal, on faisait du 7/7. Là, tu te dis, ok, mélange HPI, TSA avec quand même derrière cette puissance du TDAH, mais dis donc, dans quel état tu as fini? Parce que faire du 7/7 comme ça... Jusque-là, ça allait. Mais du coup, voilà, ce qui a fait la fracture, c'est j'ai des enfants. Comment on fait pour être une maman? Et en même temps, continuer de bosser, vivre sa vie, avoir son ambition, etc. C'était ça, en fait, les questionnements? Ouais. Et puis, pas de repère en modèle maternel. En plus, là, tu sais pas encore que t'es neuroatypique. Tu ne le sais pas. Tu navigues, tu fais ta vie. Non. Ok. Je l'ai su il y a 5 ans. Ah oui, donc c'est très récent. Ah oui. Ok. Donc, et tout s'est éclairé, du coup. Mais le voile est tombé. C'est ça. Le puzzle, il a fait, mais en fait, d'accord, voilà. C'est là où la logique, elle est fascinante après. Mais quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour être maman et pour le faire au mieux et pour eux et pour, voilà, en plus j'ai des filles, donc comment je vais être une femme inspirante pour mes filles qui vont être des femmes. Enfin, moi, je me suis posé 40 000 questions. L'enfer, j'étais angoissée à mort. Du coup, j'ai repris une formation, j'ai fait un master en communication et j'ai fait quelque chose dans le coaching parental. Donc, je voulais comprendre. Donc, j'ai fait ça. C'était super. Ça m'a vraiment aidé pour mes enfants. Après, moi, j'ai 2 enfants très atypiques, dont une plus, avec des pathologies en plus médicales très lourdes. Voilà, je pense que, en tout cas, quand je vois le résultat aujourd'hui, elles ont 18 et 21. Je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis assez contente de la relation qu'on a et ce qu'elles sont devenues comme jeunes femmes.
Et puis après, du coup, j'ai arrêté aussi et j'ai monté une société de service à la personne. On est revenu à Chambéry. On a fait le choix de revenir en Savoie. Société de service à la personne, montée de A à Z, projet de fou, trop bien. Tu démarches, tu fais des trucs, tu rencontres des gens, donc bien tu occupé. recrutes, t'arrives. Voilà, à la fin, je suis partie, on avait 17 salariés. Donc ça, première expérience d'entrepreneur Ouais. pour toi. Ouais. Ça a été la société de service Trop à la bien. personne. Ouais. Ok. Ouais, trop bien. Et donc super bien passé. Ouais. Et là, en plus, j'ai arrivé à allier mon équilibre de vie privée, vie pro, parce que comme on bossait en couple, moi, la priorité restait mes filles. Ah super. Et du coup, mes horaires, c'était Trop bien. Et vous comme en je couple veux, quoi. Ah, ça a été royal. C'était bien. 20 ans, on a bossé en couple. Ouais, c'est cool. On était un super binôme. Et ton mari atypique? Non. Pas atypique. Non. Donc vous êtes une association atypique, pas atypique. Ouais. On ne l'est plus Mais vous avez été. depuis. Mais on a été, par contre, extrêmement complémentaires. Et toi, Deb, association atypique, pas atypique, atypique, atypique? Quelle Il est a la des question? chaussettes dépareillées. Oui, il a des chaussettes dépareillées. En effet. C'est moi qui lui ai offert. Bon bah, C'était le lot avocat saumon. on comprend mieux du coup. Non, je ne saurais dire. Après, je sais qu'on est très complémentaires quand même et que dans nos personnalités, on se complète vraiment, vraiment bien au quotidien, que ce soit pour la partie travail, pour la partie même perso, etc. Enfin, c'est vraiment royal. Après, typique et atypique, je ne sais pas. Moi, atypique, lui, il a quand même des côtés atypiques, mais je pourrais pas dire officiellement s'il est atypique. Ou pas. Et moi aussi, Et toi? j'avoue, on serait plutôt quand même très atypique et beaucoup moins atypique, voire pas atypique, mais il y a ce côté, moi, chez elle, très sensible quand même. Je sais pas si ça irait pas jusqu'au point de l'hypersensibilité, mais en tout cas, il y a quand même cette sensibilité particulière qui permet en fait qu'on arrive à se relier. Sans cette sensibilité-là particulière, je pense que ce serait plus difficile. Par contre, le fait qu'elle soit pas atypique m'apporte ce cadre dont on parlait, cette sécurité. Et en fait, c'est vrai que ouais, moi, Julia, c'est mon cadre, en fait. C'est elle, le cadre. Et à partir du moment où elle est là, ce que tu disais en début d'émission, rien me semble impossible. Ouais. Et je pense que quand on est atypique, et encore plus quand on est entrepreneur atypique, le soutien, alors ça peut être un conjoint, ça peut être par sa famille, ça peut être par des amis, ça peut être chacun va trouver le soutien où il le souhaite. Mais je pense que malgré tout, c'est une chance d'avoir au quotidien quelqu'un qui nous soutient et qui a un pilier pour nous. Je pense que quand on entreprend en étant atypique, c'est quand même voilà, c'est une soupape, quoi. Alors aujourd'hui, il existe heureusement aussi des lieux de soutien. Je pense à l'incubateur La Savoie Technolac, qui t'a accompagné, Angélique, qui m'accompagne aussi actuellement. Deb, t'es en lien aussi avec eux. Donc ce soutien, ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que c'est l'État, enfin c'est la Comcom, c'est la communauté de communes. Je trouve ça hyper bien qu'on ait évolué sur l'entrepreneuriat. Je pense que quand tu as créé ta société de service, les structures comme ça n'existaient pas. Et d'avoir un soutien même professionnel, c'est top, quoi. Parce que voilà, tout le monde n'a pas son conjoint, sa famille, plein d'amis. Et rien que d'avoir ces structures professionnelles, enfin, l'incubateur Savoie Technolac, moi je trouve que c'est une pépite dans la région, au Bourget-du-Lac. D'ailleurs, on les embrasse bien fort. Toi, donc, société de service de personnes avec donc ton mari de l'époque, ton conjoint de l'époque. Vous faites ça à combien de temps 10 ans. Vous connaissez rien au service à la personne au moment où vous créez? Non, pas du tout. Donc vous apprenez en Oui, faisant, vous gérez. Ouais, moi j'ai géré. Moi c'était toute la partie. Lui il était un peu plus sur le commercial. Moi c'est toute la partie recrutement, management des équipes et puis assurer la qualité. Ok. Voilà, parce que ça je suis surtout sur le ménage un peu psychopathe. Donc voilà, c'était en service vraiment, à la personne, satisfaction client, moi, etc. C'était vraiment toujours tiré vers l'excellence. En fait, c'est important pour moi l'excellence et le professionnalisme. Des valeurs qu'on retrouve souvent d'ailleurs, encore une fois, chez ces profils atypiques. Qui peuvent pousser des fois de la rigidité. Chez les personnes HPI, ça en général, c'est assez HPI, la performance, le perfectionnisme, ça c'est le profil. Le TDAH, il peut être un peu plus moussin quand même sur 2-3 trucs, mais ça c'est souvent les profils HPI, ils sont très perfectionnistes et il faut que ce soit comme eux l'imaginent et que ce soit absolument parfait avant de sortir. Si c'est pas parfait, ça sort pas. Ça en général, c'est très HPI. C'est terrible. Donc voilà, à la fin, pareil, j'en ai eu marre. Puis bon, il y avait
d'autres choses qui ont fait que ça a splitté. Et du coup, moi, je suis partie et c'est là que j'ai créé, donc en 2017, Place au possible. Parce que je voulais créer un lieu, et c'est toujours mon ambition, où tout est possible. Et où tout le monde peut trouver les réponses à ces questions. Et donc, place au possible, parce que nous, on parle souvent des jeunes, puisque donc Deb enseigne à des étudiants, moi aussi, c'est un peu aussi ce qui a fait notre rencontre. Mais c'est pas que pour les jeunes. Non, l'ADN de Place... Moi, je l'ai créé au début parce que je voulais créer un endroit et je voulais être la personne que j'aurais aimé rencontrer à mon âge. À leur âge. Voilà. Pas à mon âge, parce que je suis restée bloquée. Et tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Ouais, oui. Merci. Donc voilà, et effectivement, l'ADN, c'est parti de là. Et ça reste encore mon pôle à moi, celui que je gère, donc est le plus actif, le lien entre l'école et l'entreprise, le jeune et les façons de travailler de demain. Ça, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'être leur porte-parole, j'ai envie d'être avec eux et de faciliter. En fait, moi, mon truc, c'est de faciliter. Maintenant, on est 10. Moi, j'ai étendu les pôles d'expertise, donc ça va de la petite enfance jusqu'au monde de l'entreprise pure, avec des choses très techniques. Mais en passant par les experts de l'orientation scolaire, donc lycée, collège-lycée. Quelque chose tout en lien avec la nature et les reconnexions à la nature. Une autre qui est spécialisée dans l'équilibre des domaines de vie pour les femmes. Quelqu'un qui est spécialisé dans les vertus de l'échec. Voilà, donc on a... Voilà. Et ce que je veux, c'est que quand on rencontre quelqu'un, c'est pour ça que quand quelqu'un vient chez nous, il a des questions, on a les réponses. Et quand je dis on a toutes les réponses, je ne mens pas parce qu'on les a en interne, mais j'ai aussi eu la capacité de créer un énorme réseau multidirectionnel, ce qui fait que je vais savoir où aller trouver la réponse. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve hyper chouette dans cet écosystème qui est Place au possible, c'est que, en fait, tous tes recrutements ne sont pas en interne et tu bosses avec beaucoup d'indépendants, beaucoup de compétences différentes. Ouais. Et ça aussi, je trouve que c'est très représentatif de cette particularité, de cette vision en fait qu'ont ces profils atypiques. Tu savais que de toute façon, toi toute seule avec ton équipe, vous ne seriez pas capable en fait d'avoir toutes les compétences et voilà, d'être capable d'aller chercher la compétence ailleurs et que de temps en temps aussi. Je trouve que c'est ce qui est brillant en fait dans Place au possible. C'est vraiment quand t'as besoin, uniquement quand t'as le besoin, tu vas chercher. C'est ça. Et t'as pas en permanence. Et cet écosystème, je trouve ça très puissant parce que aujourd'hui, dans un monde où on a de plus en plus de mal à se relier, à faire confiance à la force du collectif et à trouver des solutions ensemble, je trouve que le projet que tu montes, enfin que t'as monté et que tu mènes, il est hyper intéressant. Et surtout, je trouve que c'est un bel exemple pour cette jeunesse de ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui, de voilà tous les possibles. Encore une fois. Ça. Et donc moi, mon objectif maintenant, c'est faire du slashing. Je ne peux pas faire une seule chose. Et du coup, alors, c'est quoi la force d'être atypique? J'imagine que Gémeaux, tu me dis que c'était quand même malgré tout une belle expérience, la fin un peu difficile parce que manque d'humanité. Après, donc, ta première entreprise, un succès, même si au bout de 10 ans, vous avez arrêté. Du coup, d'être entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Pourquoi tu te sens vraiment aujourd'hui à ta place en tant qu'entrepreneur en étant atypique? Alors déjà, la première chose, c'est la liberté, l'indépendance. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand j'ai envie, avec qui je veux. Donc que ce soit dans ton planning, là où tu veux bosser, avec qui tu veux bosser. Voilà, exactement. Je change. Il y a tout le zéro contrainte, quoi. Zéro contrainte. En tout cas, je choisis mes contraintes parce que ça n'existe pas. Mais c'est ça, j'aime bien cette phrase. Je choisis mes contraintes. Je peux adapter mon rythme à mon état aussi, parce que effectivement, je reste quand même quelqu'un qui a une force de travail importante. Donc, je me suis revue prendre les pieds dans le tapis à ces 2 dernières années, reprendre à 70 heures par semaine. Faut plus. Déjà parce que je vieillis. Faut plus. Mais comme mes filles sont parties, voilà, il faut que je trouve des trucs, d'être autonome. Et puis moi, tu as raison sur la vision et la créativité. Je vois très très loin. Et je vois au-delà de ce qui... Même quand je reçois des personnes, je vois déjà où elles vont aller. Et ça, c'est toujours un peu compliqué parce que des fois, elles ne le savent pas, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis la créativité, l'option, faut que ça change, faut que ça bouge. Donc ça, c'est vraiment des avantages. Ok. Ce
que je vous propose, c'est qu'on fait le point sur ces entrepreneurs atypiques et il faut savoir quand même, avant notre deuxième pause musicale, d'après une étude du Harvard Business Review sortie en 2017, que 35% des entrepreneurs interrogés ont déclaré avoir été diagnostiqués avec un TDAH. Pourtant, le TDAH, c'est seulement 7% de la population globale. Donc ça vous montre deux choses, cette statistique. La première, c'est que quand on a un TDAH, visiblement, on a un peu du mal à trouver sa place dans une entreprise classique et que le résultat, c'est qu'on va aller chercher sa place ailleurs et que l'entrepreneuriat est une des solutions, est une des réponses possibles. Il faut que ça bouge, il faut que ça booste. Angélique, on fait la suite avec toi après la pause. Deb, on écoute ABBA, Dancing Queen. À tout à l'heure. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, c'est Mel et Deb, les chaussettes dépareillées. Et ce soir, une émission qu'on attendait avec impatience avec Deb sur l'entrepreneuriat et les profils atypiques. Donc, si vous nous rejoignez, on est avec Angélique Guillan. Ça va toujours, Angélique? Ouais, super. Qui nous racontait son parcours et qui nous expliquait comment elle était devenue entrepreneur, puisque Angélique, c'est quelqu'un de très atypique, puisqu'elle a un TDAH, elle est HPI, elle a un TSA, et en plus, elle a une pathologie qui sont les troubles bipolaires. Et justement, on se posait la question à quel moment ils étaient arrivés, parce que quand on a un TDAH, qu'on a HPI, avec en plus un TSA, à l'époque, la neurodiversité, on en parlait peu, voire pas du tout, et qu'on se retrouve avec ces deux troubles et le haut potentiel, bon, c'est un beau cocktail. Quand c'est canalisé, j'ai envie de dire que on en fait des forces. Et quand on ne sait pas qui on est, parfois ça peut être plus difficile. Et puis ça peut mener à d'autres pathologies. Malgré tout, ces troubles, dans cette émission, on vous l'explique depuis maintenant le mois de septembre avec Deb. C'est beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, être entrepreneur, ça peut être une chance. Bon, ça peut être parfois difficile. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais malgré tout, les personnes qui appartiennent à la neurodiversité ont plus de chances que les autres de finir entrepreneur. Pourquoi ? Déjà parce qu'en général, ils ont plus de mal que les autres à trouver leur place dans un environnement classique. Et puis quand on a un TDAH, un HPI, les deux, qu'on est TSA, on a quand même des profils avec des caractéristiques intrinsèques, notamment la créativité accrue. Tu nous en parlais, Angélique. Donc des modes de pensée non conventionnels, des idées novatrices, trouver des solutions créatives à des problèmes, puisqu'on a une pensée out of the box, on est capable de penser différemment, penser donc en dehors des sentiers avec une pensée divergente en fait, une idée qui en amène une autre, puis une autre, et puis d'un coup, on a plein d'idées. Malgré tout, le TDAH, qui est plutôt connu pour un déficit de l'attention, est capable d'avoir des hyperfocus. Le HPI, avec son moteur surpuissant aussi, ce qui fait qu'avec cet hyperfocus, on est capable de travailler sur un projet en 3 jours, 4 jours, 5 jours, une idée, paf, on développe et en 5 jours c'est fait, alors que sur un schéma plus classique, il faudrait plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Donc il y a aussi ces capacités de travail qui sont très importantes et qui font que souvent les atypiques ont une idée. Je me souviens d'un créateur d'appli web qui m'a dit ça. J'ai eu l'idée le vendredi, le lundi matin, l'appli était en ligne. C'est dingue. Le gars a fait 48 heures marathon de café. Donc voilà, ça c'est un entrepreneur atypique. Il faut savoir aussi que ces personnes-là, elles ont les capacités de calculer le risque. Souvent, quand on est atypique, qu'on discute avec les gens, ils disent « Mais tu vas vraiment faire ça ? Mais vraiment, t'as pensé à ça, ça, ça ?» Bien sûr que j'y ai pensé. Mais en fait, voilà, là, il va se passer ça, là, s'il se fait ça, on fera ça. Et ça aussi, c'est vraiment une force des profils atypiques, c'est d'anticiper, cette anticipation, en fait. Et les risques chez les personnes atypiques ne sont souvent pas vus comme des risques, mais comme des opportunités. Et clairement. Ça, c'est aussi cette pensée out of the box, où en fait, le risque n'est pas un risque, mais c'est une opportunité de réussir et de faire quelque chose de différent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, autre un petit peu super pouvoir quand même de ces personnes atypiques, c'est la capacité à jongler entre plusieurs tâches dans un même projet ou dans plusieurs projets, de passer d'un truc à l'autre, etc. Angélique, quand j'énonce ces caractéristiques, est-ce que tu t'y retrouves dedans ? J'ai tout coché. coché, ok. Et est-ce que ça t'a aidé dans la création de tes entreprises, dans le management de tes entreprises ? Ouais, alors tous les points positifs, ça c'est sûr. Je pense que qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est la capacité à faire des liens. Moi, je pense en arborescence, quand tu dis une idée, on amène une autre et tout. Moi, un paperboard, ça me va pas, quoi.
En fait, moi, il me faut une façade d'immeuble si je dois dessiner mon cerveau. Donc, en fait, c'est super intéressant parce que j'ai cette capacité de faire et du chunk up et du chunk down. C'est-à-dire, je vais voir le global et je sais exactement par où va falloir passer pour aller dans le détail. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, je fais sans arrêt des ponts entre la multitude de. Alors, il y a des déchets. Bien sûr. Mes idées. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup de traits. Donc, il y a du déchet. Mais globalement, ce qui m'a le plus aidé, c'est justement cette intelligence, mais en fait, pas académique, tu vois. C'est pas... Voilà, c'est malin. Ouais. Et c'est puis, évident pour toi. C'est évident, c'est malin. Et surtout, l'objectif, c'est d'en faire le moins possible. Ouais, l'efficience. Ça aussi, l'efficience, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et souvent qui est... Alors, l'efficience, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver chez les personnes qui ont ce double profil HPI et TDAH. On a les capacités de le faire, parce qu'il y a ce cerveau subissant, mais on a le TDAH où on a tendance à procrastiner à mort. Donc, comment je peux être efficient en faisant le moins possible? Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui ont ce double profil. Cette capacité à faire les liens, tu l'as dit, c'est vraiment un terme clé. Ça aussi, en neurodiversité, on voit des liens partout, on connecte des gens partout. Une personne nous fait penser à une autre, tiens, il faudra absolument que je les fasse rencontrer. Un projet entraîne un autre projet. Et tu as aussi dit quelque chose, c'est le déchet. Moi, dans ma famille, on se ressemble beaucoup. Il y a une résonance entre nos deux profils. Souvent, les gens, ils retiennent que ce qu'on réussisse. Et même les amis, moi vraiment, mes meilleures amies que j'adore, à chaque fois, elles me disent ouais, mais en fait, tu réussis tout. Mais non, c'est juste que ce que je foire, peut-être que je vous le dis pas aussi, parce que d'une, ça a foiré, donc je suis passée à autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas intéressant. Et vous retenez les réussites, mais parce que vous ne savez pas tous les trucs que j'ai essayés qui ont pas marché. Et justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu as tenté des projets ou des boîtes ou des trucs qui ont pas marché? Ah mais grave. Non, j'ai cru que tu allais me dire non, j'allais dire mince, la question tombe à l'eau. Non, pas du tout. Et notamment les débuts de Place au Possible. J'ai démarré Place au Possible, plein feu. J'avais déjà toute l'idée. J'ai toujours la vision long terme. À long terme de ce que je veux faire. J'y suis pas encore tout à fait, mais ça commence à bien avancer. Donc j'ai monté une première équipe, parti plein but, et en fait ça s'est très mal passé. Et du coup j'ai fait un blackout. Ok. Tout s'est éteint et j'ai fini à l'hôpital. Parce que trop bossé, parce que trop d'investissement. Trop trahi. Ouais. Aussi, pas choisi les bonnes personnes, je me suis plantée. Pas facile de s'entourer, alors déjà de base, je pense, pour tout le monde. Et puis alors quand on est atypique, moi, j'ai pas les bonnes antennes, je pense, hormis pour toi, c'est une très grosse réussite. Mais c'est vrai que moi, par exemple, peut-être qui m'écoute, je ne sais pas, je m'en fous, mais j'ai choisi que des mauvaises boîtes dans mon parcours pro, quoi. À chaque fois que j'ai été salarié dans une boîte, c'était une boîte pourrie, quoi. Franchement. Donc moi perso, c'est pour ça que j'ai fini par créer la mienne, parce que j'en avais marre d'être dans des boîtes pourries avec des gens tout pourris, qui avaient des valeurs toutes pourries, et du coup je me suis dit je vais créer ma boîte. Moi ma boîte elle va me ressembler, avoir les mêmes valeurs que moi. Bon, sur la performance, je vais essayer d'être moins psychopathe à l'avenir, mais moi voilà, professionnellement, j'avais du mal à m'entourer, quoi. Enfin, j'étais pas dans les bons signaux, quoi. J'avais pas les antennes qui captaient les bonnes ondes, quoi. Moi, donc je sais pas. D'excellentes antennes pour le recrutement. Je n'ai jamais foiré un recrutement. Ouais. De salariés. Par contre, au niveau partenaire. Ah, c'est au niveau partenariat que c'est plus dur. Collaborateurs, partenaires, gens qui vont bosser avec moi sur un projet commun. Ça marche pas. Ok. Et là, t'as réussi à redresser le tir maintenant avec tes indépendants. Du coup, j'ai fait 1 an d'arrêt, j'ai tout remis à plat, puis de toute façon, donc burn-out physiquement, physiquement, burn-out, grand classique aussi chez les profils atypiques. Il faut savoir que 67% des profils atypiques feront un burn-out une fois dans leur vie. C'est énorme, ça fait quasi 7 personnes sur 10 en profil atypique. Et le pourquoi, c'est parce que souvent quand on commence, on sait pas s'arrêter. Et surtout, quand il y a du sens dans ce qu'on fait, on est au taquet, on est hyper motivé. Et puis je pense aussi à la peur de dire stop, de dire non, Et à la trahison, moi, ce qui m'a vraiment achevé, la trahison. Alors, je peux pas dire que j'ai fait un burn-out, parce que moi, j'en ai vu des gens qui ont fait des burn-out et qui sont cramés. Pas capable de se relever pendant un an, voilà. Moi, j'ai tout simplement fait une TS. Ok. Je voulais partir. Donc, au bout du rouleau, quoi. Ouais, ras-le-bol. Donc, je me suis loupée, rattrapée de justesse, mais c'était plus possible. J'en pouvais plus. Donc, j'ai mis 1 an à me relever. Donc, déception des gens, en fait.
C'est ça, déçu par les gens. Ça sert à rien en fait. Ce que je vois, c'est, je sais pas, c'est trop en avance, c'est nul. J'y arriverai jamais, je sers à rien. De grosses remises en question. Ouais. Tu sers à rien, dégage. T'as ressenti, c'est ce que t'as ressenti en fait, qu'il y a. Tu y arriveras jamais. Ta mère avait raison. Tu y arriveras jamais. Ouais, t'es en bonne à plus, rien. oui, élastique du passé. T'as le background C'est après. clair. Bah ouais, bien sûr, t'as les blessures du passé. Donc voilà, va-t'en. T'as plus rien à faire là. Ok. Et finalement, ce qui t'a aidé, ce qui t'a sauvé, ce qui t'a fait revenir, ce qui t'a fait recommencer. Mes filles. Ouais. Parce que je m'en suis un peu voulu de les avoir oubliées sur le moment quand même, c'est terrible. Et puis, la croyance que, allez, tout est possible. Tout est possible. Vas-y, remets-toi en selle et puis réadapte, en fait. Fais du Kaizen pas à pas, arrête de vouloir te taper l'Everest alors que tu vas pas faire de sport pour t'entraîner. Tu vas se battre tout, ou trouve un Sherpa, je sais pas, enfin un truc, voilà. Donc t'as repris ton projet. J'ai repris mon projet. T'as toujours été présidente, créatrice de ce projet. Donc t'as toujours eu la main sur Place au Possible. Ouais. Et là j'ai arrêté en décembre, j'ai passé la présidence, je suis devenue directrice générale pour me salarier une petite partie pour éviter d'avoir à faire 70 heures pour les bouffer. Okay. Quand j'étais présidente, tu peux pas juste défrayer pour des déplacements, mais je recevais rien. Tu peux pas être salarié. Ouais. Alors que c'était parce que t'es une 40%, c'est une asso. T'es en asso, t'es en asso. C'est 40% de mon temps, 40 heures par semaine pour Place au Possible. Ouais. Bénévolement. Ouais. Donc derrière, faut assurer financièrement. Ouais, et 70 heures, c'est pas possible. Voilà. Donc c'était plus possible. Donc j'ai lâché la présidence, je suis passée en direction, mais avec un tout petit salaire pour dire, je pourrais un peu faire moins à côté. Et donc plein de personnes autour et surtout plein de partenariats, plein d'idées, plein de liens. J'en ai encore plein. Et dans ce que tu dis par rapport à l'entreprise. C'est ça aussi que je veux faire avec les jeunes parce que l'entrepreneuriat, ça peut faire peur, notamment pour tous des profils un peu différents ou un peu atypiques. Et en tout cas, cette nouvelle génération, c'est que la gestion du temps, elle est difficile parce que des fois, t'as envie, puis des fois, t'as pas envie. Mais quand t'es à ton compte, c'est un peu relou si t'as pas envie. La motivation. Moi, là, c'est ce que je te disais. Là, en ce moment, j'ai pas de projet qui m'excite. Donc c'est dur, Et pour avancer, là j'étais taquet depuis hier parce que je savais que je venais la soir, tu vois. Trop bien. Donc, mais si j'ai pas de projet qui m'anime, Mais le profil atypique marche à la carotte, clairement. Hein. Enfin, à partir du moment où la flamme n'est plus, vous ne tirerez rien d'un profil atypique. Et je pense qu'on le sait, on se connaît assez. Quand il y a plus la flamme, il faut passer la main. Ou alors, comme tu dis, à l'intérieur de sa structure ou de son entreprise, il faut relancer la machine et retrouver du sens, quoi. Enfin, retrouver un projet qui fait sens. Et moi, j'ai un gros problème de frustration face à l'inertie. Donc moi, j'ai pris des délégations. Je suis allée en politique. J'ai une délégation nationale à travailler avec les ministères. Ça n'avance pas. Ça bouge pas. Ouais, ça c'est donc dur. Ça me rend dingue. Ça c'est dur. Ça c'est vraiment un truc qui m'épuise. Donc là, je suis en train de revoir un peu ce que je vais faire. Et donc l'objectif, c'est de montrer aux jeunes l'entrepreneuriat. Ça fait peur, oui. Moi, ma clé aujourd'hui, c'est le slashing. Ouais, c'est de faire plein de trucs. Je fais plein de trucs et comme ça, voilà, j'ai une partie parce qu'il y a cette espèce de réassurance financière parce qu'on est tous, on a tous, payer ton loyer, on a tous besoin d'argent. Donc ça, il faut. Et puis après, moi, j'ai besoin de me faire plaisir à droite à gauche. Je ferai encore des trucs bénévoles et tout ça, voilà. Donc le slashing pour moi, ça a été franchement royal, même si plein de gens avaient l'impression que je me dispersais. Pour moi, tout est logique. Maintenant, il faut que j'en fasse moins. Ouais, se recentrer sur les projets principaux. Les plus rémunérateurs surtout. Et après, expliquer dans l'entreprise aussi que les jeunes qui vont rentrer, non, c'est pas des feignasses qui sont sur leur téléphone tout le temps. Même je le dis aux enseignants quand je forme des enseignants, je dis mais c'est peut-être vous qui êtes chiant en fait. Là, il faut aussi se remettre en question. L'entreprise, il faut qu'elle évolue et qu'elle dise ok, comment on fait ensemble pour trouver la bonne solution. Et moi, j'aime beaucoup la notion d'intrapreneuriat. De faire confiance aux jeunes au sein de l'entreprise pour dire ok, moi j'ai travaillé là, c'est ce que je disais à Deb. Oui, j'ai eu mes élèves à Saint-Ambroise que je félicite encore une fois qui ont à la suite des cours qu'on a eu toute l'année, on fait la présentation orale avant-hier. Ils devaient présenter une affiche, la demande qui avait été faite, vous présentez chacun une affiche de l'entreprise de vos rêves.
Et donc, on avait travaillé, c'est quoi tes valeurs, tes attentes, qu'est-ce que toi tu peux apporter, comment tu vois l'avenir et tout machin. Ils ont fait des trucs, mais qui déchirent. Franchement, c'est trop génial. Et c'est important de les écouter. Parce mais que, bien sûr. et comme tu disais, c'est loin d'être con. Bosser 4 heures par semaine, de la flexibilité de n'importe où, mais t'es vachement plus efficient, quoi. Mais je pense que aujourd'hui, la génération Z qui arrive, elle a changé pour plein de raisons. Déjà, les smartphones, les applis, le fait L'IA. qu'on zappe, L'IA, là, qui arrive. dont on parlait ensemble. Et forcément, eux, les connexions neuronales que leur cerveau fait depuis plusieurs années, c'est pas les mêmes que nous qui avons vécu sans ça pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc déjà, nos cerveaux ne sont pas les mêmes, ne fonctionnent pas pareil. Au-delà même de la neurodiversité, je parle même pas de ça. Je parle vraiment de cette génération qui a pas grandi avec les mêmes stimuli en fait au quotidien. Et aujourd'hui, on dit on a fait une génération où ils ont tous un TDAH, ils ont tous un déficit de l'attention. Alors certes, peut-être, mais justement, comment on fait malgré tout, parce qu'ils sont là, ils attendent, donc il va bien falloir faire quelque chose. Comment nous, effectivement, on fait en tant qu'entrepreneur, que manager, pour les former aussi, et pour peut-être revoir le cadre de notre entreprise. Peut-être qu'effectivement, le 8 heures par jour, 7 heures, 8 heures par jour, assis sur une chaise devant un écran, à faire toujours la même chose, peut-être que ça a ses limites aussi. Enfin, voilà, peut-être que l'environnement aussi doit être plus stimulant pour nous, pour eux. Donc je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, tout problème a une solution, puisque un problème sans solution est un problème mal posé. Donc je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu nous dis, Angélique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à être atypique pour l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi quand même parfois le revers de la médaille. On en a fait les frais aussi, Deb, l'année dernière. Et c'est marrant ce que tu as dit, parce que moi, ce qui a failli me faire arrêter, c'est la critique, les retours. On s'est fait harceler l'année dernière, nous, par des gens avec Suivez Deb. On s'est fait insulter. Et malheureusement, c'est 5% de gens qui font mal, que ce soit des partenaires, des collaborateurs, des clients, voilà, des gens qui gravitent autour de votre activité professionnelle. Quand on est atypique, je pense qu'on est moins armé que les autres pour gérer la critique. Je pense que la critique, elle est super violente. Enfin, on se le prend de plein fouet, quoi. Enfin, moi, pourtant, c'était pas mon entreprise. Et c'était très dur. Ça m'a blessée, mais d'une force, alors que... Enfin, c'est assez violent. Et c'est d'autant plus violent quand on est entrepreneur à son compte que parfois on y passe 30 heures, 40 heures, parfois 60, 70 heures. Et qu'en fait, souvent, quand on est atypique, Elon, faut pas croire, avant d'aller sur la Lune et de partir un peu en vrille, je pense qu'il voulait vraiment faire des trucs pour les gens et pour la planète. Bien sûr. Bon, après... Et il en fait aussi. Comment ? Il en fait aussi. Ouais, bien sûr. Encore. Oui. La Tesla, à la base, quand même, part d'une idée écologique et de faire une des voitures les moins chères et les plus efficaces et puissantes possibles. Mais comme là, mettre des puces aux tétraplégiques. Ouais, tu m'as parlé de ça pour les aider à marcher. C'est vrai que c'est incroyable. Donc, un profil atypique, ça reste un être humain avec ses qualités et ses défauts, et puis c'est son ambivalence humaine aussi. Mais malgré tout, je pense qu'il y a cette naïveté, en fait, cet utopisme chez beaucoup de profils atypiques qui rêvent de changer le monde et de le rendre meilleur. Et quand on passe 30 heures, 40, 70 heures à essayer de rendre le monde meilleur avec sa boîte, et que derrière, on se prend des retours de bâton, des insultes, même si c'est que 5% des gens, ou même si c'est que quelques personnes, en fait, ça fait tellement mal que malheureusement, les 90%, 95% à côté, à ce moment-là, à ce moment précis, ils font plus le poids, malheureusement. Alors bien sûr qu'on devrait se concentrer là-dessus. Et du coup, au-delà des profils atypiques, je pense que, voilà, on devrait peut-être remettre un peu plus d'humanité et d'échange entre nous, quoi. Parce que au final, je pense que chacun essaie de faire de son mieux. Ça, c'est le plus important. Mais en tout cas, je pense que ce qui écroule parfois les entrepreneurs, et notamment les profils atypiques, c'est ce manque de reconnaissance, ce manque d'empathie, ce manque de soutien, et parfois ce manque d'amour aussi. Voilà, derrière chaque patron. Et puis en France, en plus, on a gardé cette historique. Aujourd'hui, il faut savoir que les patrons en France, c'est 95% de TPE, PME. Les patrons du CAC 40, il y en a pas beaucoup, à l'échelle des artisans, commerçants, entrepreneurs. Donc voilà,
un patron, en France, c'est pas forcément quelqu'un de méchant. C'est souvent quelqu'un qui a pas trouvé sa place dans une entreprise, qui du coup a créé la sienne. Et malheureusement, les profils atypiques sont pas forcément les plus connus pour être des bons managers. C'est pas forcément une qualité. Toi, ça a l'air d'avoir été plutôt bien. Ça a l'air d'être une de tes qualités, Angélique. Ouais, si ça bosse. Ouais, faut que les attentes soient remplies. C'est ça, parce qu'il y a de l'exigence. Il y a de l'exigence, mais aussi beaucoup de considération humaine. Moi, en service à la personne, j'ai recruté beaucoup de personnes étrangères, et en tout cas en situation difficile, familiale, et j'ai accompagné plein de choses privées en plus. Donc il y avait toujours cet aspect de loyauté où donc ça a marché. La patronne... elle est là, cool, quoi. Elle est là. On peut compter sur elle. Tu vois, c'est pas que. Par contre, il faut que le boulot il soit fait. Quoi. Il soit fait. Ouais. Je passe pas grand chose. Ouais. Moi, tu vois, je sais par exemple l'entreprise qu'on est en train de créer, je pense devrait driver pas mal de personnes à terme. Je sais que je suis pas faite pour manager. Moi, je suis faite pour créer. Ouais. Parce que en fait, j'arrive pas, quoi. Tu vois, moi, j'ai envie de créer des projets, d'inventer des idées, et j'adore aller boire des cafés à la cafette avec des salariés, manger avec eux, qui me racontent leur week-end. Mais du coup, quand il faut manager, ça va. J'ai pas j'ai pas la bonne distance, j'ai pas la bonne approche, et en fait, si je suis impliquée, je ne peux pas aimer mes salariés. Ouais, et du ça coup, empêche pas. Ouais, mais ça, c'est un problème pour les managers après, parce que j'ai pas entre l'exigence, la performance, l'envie de pas trop leur faire mal, mais je leur fais mal quand même. Il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête, et je me dis non, trop d'énergie dépensée, et du coup après, j'arrive plus à créer, moi. Ouais, j'arrive plus à être dans la vision, en fait, parce que du coup, je me dis pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que là j'aurais pas dû dire ça? Là, j'aurais peut-être pas dû le dire comme. Laisse tomber l'angoisse, quoi. Là, ce qui est chouette aussi, donc le slashing, ça a été une clé, et j'ai intégré le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, donc le CJD, qui est un groupement de chefs d'entreprise, et c'est surtout, tu vois, on n'est pas un réseau de business, on se passe pas de cartes, machin. C'est juste, nous, on est là pour le bien-être du dirigeant. Ah, c'est excellent, et donc ça. Le bien-être de ses salariés et donc de l'entreprise, et un des principaux piliers est la formation. Du coup, pour moi, le centre des jeunes dirigeants, elle met l'économie au service de l'homme, et pas le contraire. Et alors, jeune dirigeant, c'est-à-dire qu'on est une entreprise depuis pas longtemps. C'est pas une question d'âge. Ouais, c'est le jeune dirigeant en termes d'années d'expérience de boîte, c'est ça? Oui, et puis tu vois, moi, ça fait 7 ans que j'y suis. Il y en a, ça fait 15 ans, donc c'est plus des jeunes dirigeants. On peut rester parce qu'on s'y sent bien, quoi. Voilà, c'est un mouvement national. Ouais. Et c'est avec eux que je suis au national sur la jeunesse française. Donc, et c'est sur Chambéry, du coup, là. Il y en a partout. En fait, il y a 118 sections en France, 16 gros pôles en région, et puis un gros pôle national. Et donc, chez nous, c'est sur Aix-les-Bains, sur Chambéry? C'est sur Chambéry. Sur Chambéry. Et là, il y aura bientôt un apéro recrutement pour venir rencontrer. Donc, je le mettrai peut-être en lien. Je le mettrai en lien. Sur Place au Possible, du coup. Ok. Et super. Angélique, Deb, d'autres choses à ajouter pour terminer cette belle émission qui est passée à toute vitesse. Trop bien. On aurait bien eu besoin encore d'une heure pour parler de ça, mais Sandra, il nous reste quelques émissions d'ici la fin de cette année, donc pourquoi pas se faire une saison 2 sur l'entrepreneuriat et l'atypisme, puisqu'on sait qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'entrepreneurs, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de profils atypiques ici. Donc, Angélique, on serait ravis de t'accueillir pour une deuxième session et reparler de Place au Possible avec plaisir. Ouais. Deb, merci beaucoup d'avoir été là. Sandra, merci pour la technique. Merci Sandra. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, vous qui rentrez chez vous après une journée de boulot ou qui êtes en vacances. Profitez bien de votre soirée, puis on se revoit très vite avec les chaussettes dépareillées. Bonne soirée à tous, merci bien. Merci, au revoir. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.